Merci à ceux présents et ceux qui sont présents également de l'autre côté de leur écran, puisque apparemment on est dans une journée de grève, donc ça se passera essentiellement en distanciel pour parler d'un sujet. S'il y a bien un sujet qui concerne tout le monde, c'est l'avenir de la mobilité. Je suis moi-même un produit automobile, j'ai fait 25 ans de ma carrière dans des marques automobiles. On ne va pas parler que de voitures, même si la bagnole, la voiture, reste encore et pour longtemps un outil central dans la mobilité privée, professionnelle. Donc c'est l'occasion pour vous aussi de poser quelques questions, enfin de répondre aux questions que certains se posent sur leur propre mobilité privée, professionnelle, de eux, de leurs collègues, de leurs confrères, de vos collaborateurs peut-être. Alors, avant de commencer, puisque effectivement je viens de Bruxelles, j'aimerais vous raconter comment je me suis déplacé en ce matin du 1er février 2034. J'ai entre-temps tout juste 60 ans et je devais me rendre ici à Paris. Comment l'ai-je fait? Eh bien, ça n'a pas trop changé. Je suis de nouveau venu en trottinette électrique depuis chez moi jusque au transport en commun bruxellois. De là, ça m'a amené directement à un des successeurs du Thalys. Le Thalys, déjà en 2024, on ne l'appelait plus Thalys, qui navigue à 400-500 km/h. Ce n'est pas encore l'Hyperloop qu'on nous annonce, encore et toujours, qui devrait arriver dans les quelques années à venir. Hein, L'Hyperloop, c'est-à-dire ce train circulant dans un tunnel où il y a un vide qui a été fait sur champ magnétique, à peu près à 1000 km/h. Donc, d'ici quelques années, on aura enfin un moyen de transport qui répondra à l'adage, le fait que Paris n'est qu'à un chou de Bruxelles, en 10 et 15 minutes. Et une fois que je suis arrivé ici, près de l'hippodrome, c'est un drone autonome, un volocoptère qui avait été inauguré, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 10 ans pour les Jeux Olympiques en 2024. Et c'est un drone autonome qui m'a amené jusque à proximité ici, donc depuis la gare du Nord à Paris jusqu'à l'hippodrome. Et les quelques derniers kilomètres, je les ai réalisés à bord d'un shuttle autonome, d'une voiture autonome. Venez, venez, venez. Coucou, je vois quelqu'un qui fait « Venez ». Les gens n'osent pas entrer, en fait, c'est ça l'histoire. Bienvenue. Bienvenue. Donc voilà comment je me serais véhiculé pour venir jusqu'ici, venant de Paris, en 2034. C'est un choix. Le choix de quoi? De la fameuse multimodalité, c'est-à-dire me déplacer d'un point A à un point B en utilisant toute une série de transports en commun et autres. C'est un choix. Mais en 2034, j'aurais pu faire autre chose, plus confortable, de partir de chez moi jusqu'ici dans un véhicule entièrement autonome. Alors qu'il s'agisse, bonjour, qu'il s'agisse de ça ou de ça, quelle est la morale de l'histoire? Eh bien, lorsqu'on parle de mobilité à court terme, c'est-à-dire dans 10 ans, tous les outils de la mobilité de dans 10 ans existent déjà aujourd'hui. Bonjour. Et ce n'est pas parce que nous ne conduisons pas encore, nous ne nous véhiculons pas encore dans ces moyens de locomotion qu'ils n'existent pas. Très concrètement, ceux-ci circulent au quotidien dans toutes les rues de San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Phoenix en Arizona, et ce n'est qu'un exemple. On parle bien de véhicules entièrement autonomes qui roulent aujourd'hui en 2024 sur la voie publique. Et pas du tout à l'état de laboratoire. Ceci existe également, évidemment, n'est pas encore commercialisé. Alors, revenons-en à cette bonne vieille année 2024. Oui, pour la métaphore, je crois que tout le monde a reconnu la DeLorean de Michael J. Fox. Ça va? On est ensemble? OK. Alors, ça, c'était l'évolution à l'horizon 2034. Revenons-en en 2024. Qu'est-ce qui va être vraiment, dans les 12 ou 24 mois à venir, la vraie révolution? Eh bien, c'est plus pragmatiquement la révolution électrique. Ça fait des années qu'on en parle. Là, je vais vous montrer que c'est vraiment en train de se préciser, que ça va vraiment concerner tout le monde au travers de quasi tous les moyens de locomotion qui sont en train de s'électrifier. Là, on est vraiment les deux pieds dedans. Parce que l'électrique, c'est nouveau, ou pas? Alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est nouveau ou pas? J'ai besoin de vous, donc on va jouer un petit peu ensemble. On peut le faire à main levée, hein. Dites-moi, selon vous, la première flotte de taxis électriques, est-ce que c'était il y a 40 ans? Est-ce que c'était il y a 70 ans? Tout le monde joue à 40 ans, qui dit plus ou moins il y a 40 ans? Ouais, ouais. 70 ans?
Oui. 90 ans? 1914, ça c'est ambitieux, hein. Je crois que les Ford T ne roulaient pas encore. Mais, à savoir, OK, ben, on est en démocratie, hein, vous avez le droit de choisir 1914. On fait le 50-50? Oui? On dit oui, Jean-Pierre. Oui, Jean-Pierre. Ah! 54 ou 14? Bon, 14, c'était un petit peu exagéré, désolé. Et pourtant, c'est vous qui avez raison. En 1914, et je le prouve, vous avez la première flotte, ça se passait à Manhattan, New York. Première flotte avec forcément des véhicules de l'époque. Et ce qui est marrant de voir, c'est que visiblement, on avait déjà des voitures électriques, on avait déjà de quoi les alimenter, de quoi les recharger et de quoi produire cette fameuse électricité avec des moyens de production qui étaient bien avant le nucléaire ou la géothermie ou le photovoltaïque ou autre. Mais force est de constater que ça fonctionnait. 1914, bravo, une bonne réponse. Deuxième question. Selon vous, la première borne domestique. La première borne domestique. Ça, j'ai pris un sujet qui fait l'actualité, hein. Il n'y a pas de borne. Je ne sais pas me recharger aujourd'hui en 2024. Alors, selon vous, la première borne, est-ce que c'était il y a 20 ans? Est-ce que c'était il y a 40 ans, 70 ans ou carrément 120 ans? 120 ans, je ne sais pas si l'électricité existait déjà. Oui, probablement. 2004, on va le faire vite. 2004, personne? 1, 2, 1, 2? Non? 84, il y a 40 ans? Allez-y, on ne va pas se faire avoir une deuxième fois, ça doit être vieux, hein, cette histoire. Mais 54, 70 ans? Ou 1904, et effectivement, c'est pas 70 ans. 1904, cette photo a été prise sans aucun trucage. Et ce qui est amusant, outre le look de cette dame qui probablement n'est plus de ce monde, c'est que tout ça est très, très, très contemporain, en fait. Ce qui est plus intéressant encore, c'est de lire le commentaire, l'article qui accompagne la photo, parce que quand on pose la question, quand on interroge la dame qui devait se recharger, se pose exactement les mêmes questions qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que je vais pas me prendre un court-circuit? J'en suis où? Est-ce que ça charge pas? Est-ce que ça va rouler, fonctionner? Est-ce que je vais tomber en panne? Vraiment les mêmes questions qu'aujourd'hui, y compris la fameuse question de l'électrocution. Hein, l'eau, l'électricité, ça fait longtemps que ça fait pas bon ménage. Et pourtant, là, on est à peu près à 50 ans avant, 30 ans avant l'invention de Claude François, qui était meilleur conducteur que chanteur. Très bonne vanne d'électricien, si vous avez un électricien dans votre entourage. Enfin, un électricien de plus de 40 ans, sinon il va pas capter. Hein. C'est comme quand je fais Garchimor en formation, personne ne rigole, mais quand ils ont 20 ans en général, ça ne fonctionne pas. La première voiture électrique, donc si ça c'était la première borne électrique, forcément c'était pour alimenter une voiture. La première voiture électrique, là de nouveau, la référence, pour situer un peu les pommes par rapport aux pommes, c'est la Ford T de Henry Ford qui est dans les années 1907-1914. Alors selon vous, la première voiture électrique, est-ce qu'elle est un peu plus vieille ou vachement plus vieille? 1904 par rapport à 1907? Je vous aide, ça peut pas être ça parce qu'il y avait déjà des bornes à ce moment-là. Oui, d'office. On appelle Jean-Pierre? Comme ça, on gagne un peu de temps. 34, alors si c'est 34, ça veut dire que la voiture électrique serait presque un siècle plus vieille que la voiture thermique. Ça semble un peu bizarre, hein? Et pourtant, 1834, là de nouveau, désolé pour la qualité de la photo, mais M. Kodak n'était pas né non plus. Et alors, pour la petite anecdote, elle faisait du 6 km/h et n'avait aucune autonomie parce que les batteries ont été inventées plus tard. Les batteries au plomb, c'est dans les années 1850. Alors, pour terminer, et parce que je viens de Belgique, je veux absolument, parce qu'elle est belge, la première voiture électrique à avoir dépassé les 100 km/h, est-ce que c'est 1909, 1919, 1939 ou 1899, comme on dit en Belgique? Et l'exposé à Mulhouse, tout le monde vote pour 1899? Absolument, bravo. Elle s'appelait La Jamais Contente et le nom vient, c'était en hommage à son épouse. Ça devait être sympa à la maison, je pense, non? Puis c'était sympa à conduire. Alors, apparemment, les premiers designers automobiles étaient également proctologues, parce que ça ressemble plus à un suppositoire qu'à autre chose. Et il fallait en tout cas avoir les fesses bien serrer les fesses pour oser monter à 100 km/h au-dessus d'un véhicule. Alors, rapidement, hein, parce que vous n'êtes pas venu ici pour suivre un cours d'histoire, mais c'est quoi la morale de ces 4 éléments? Ben, de nouveau,
Les questions qu'on se pose aujourd'hui, quand je dis on se pose, moi je donne énormément de formation, donc quand je dis on, c'est y compris des vendeurs automobiles qui sont supposés être vraiment, comme on dit, au taquet. Les questions qu'on se pose aujourd'hui, on se les posait déjà il y a parfois plus d'un siècle, et on avait déjà les réponses. Est-ce que ça peut aller sur autoroute? Oui. Est-ce qu'on peut recharger? Oui. Est-ce que ça avance? Oui. Est-ce que ça peut aller vite? Oui. Est-ce qu'on a les capacités également de distribution et de production d'électricité? Oui. Néanmoins, un siècle plus tard, c'est ça qui est marrant, c'est qu'on est toujours en train de se gratter la tête pour se poser des questions auxquelles on a déjà donné des réponses depuis plus d'un siècle. Et pour ceux d'entre vous, et on va de nouveau aborder ça, puisqu'on va un peu parler d'énergie, qui se diraient, ouais, ça j'entends toujours ça, le vrai avenir entre nous, c'est l'hydrogène. Ça, c'est nouveau. Quelle année, la première voiture hydrogène? 1884, c'était la Hippomobile, elle était française, monsieur, et elle a relié deux villes. Donc, la technologie de l'hydrogène n'est absolument pas nouvelle. Faire rouler une voiture à hydrogène, c'est tout à fait faisable avec différentes manières, que ce soit une pile à combustible, hein. Donc c'est quelque part une voiture électrique, une pile à combustible, ou que ce soit vraiment d'injecter de l'hydrogène dans un moteur thermique en remplacement de l'essence. Techniquement, c'est quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne bien. Pourtant, plus d'un siècle plus tard, ça n'a toujours pas avancé. Revenons avec la DeLorean, mais cette fois-ci, on est vraiment dans le film Retour vers le futur, épisode 2, je précise. Pourquoi? Ce film date de 1985. Et pour l'épisode 2, ils sont imaginés, tiens, à quoi ressemblera le monde de dans 30 ans, l'heure dans 30 ans de 1985. Et quand on s'amuse à essayer de prédire l'avenir à un horizon de 30 ans, là, ça amène deux défis ou deux dangers. Le premier, c'est le fantasme. Après tout, dans 30 ans, hein, comme on dit en politique, les promesses n'engagent que ceux qui les ont prises. On ne sera plus là pour le voir, en tout cas pour en assumer les conséquences. Dans 30 ans, bah, the sky is the limit. Et dans le film, ils ont imaginé des chaussures autolassantes, pourquoi pas. Ils ont imaginé plutôt que bêtement se faire livrer des pizzas, on allait réhydrater des pizzas. Souvenez-vous, la mère de Marty McFly est la meilleure réhydrateuse de pizza de toute la ville. Et évidemment, pour ce qui nous concerne la mobilité, on a imaginé des voitures volantes, et également le fameux hein? Overboard, merci. Encore un fan. Donc voilà. Premier danger, c'est le fantasme. Et le deuxième danger, c'est tout à fait l'inverse du fantasme. C'est la projection, le copy-paste. J'imagine plus tard ce que je connais aujourd'hui en mieux. En 1985, pour téléphoner, quand on n'avait pas un téléphone fixe, on allait dans une cabine fixe. Donc ils se sont dit, dans 30 ans, on ira dans des cabines téléphoniques, mais vachement en design. Et donc quand Marty McFly doit aller téléphoner, il va dans une cabine téléphonique. Autant vous dire que dans le vrai 2015, il y a 10 ans, il y a 9 ans, les cabines téléphoniques avaient déjà disparu partout. Et lorsqu'il se fait virer, il l'apprend comment? Par fax. Il apprend par fax. Mais un fax super moderne, hein. Il a des fax partout dans la maison et des papiers qui sortent. Pour la petite anecdote, en plus, c'est encore impression jet d'encre, comme on a connu. Bonjour! Bienvenue. Donc voilà, deux dangers, tout ça pour dire que quand on prédit l'avenir de la mobilité à un horizon de 10 ans, les outils existent déjà aujourd'hui. Quand on essaye de prédire à un horizon de 30 ans, là, c'est déjà beaucoup plus dangereux parce qu'on ne sait pas. Et souvenez-vous, il y a 30 ans, personne n'avait entendu parler d'Internet. Personne n'avait entendu parler d'un smartphone. Les GSM, on était à leur balbutiement. Je sais, à part dans L'amour du risque, où ils avaient un téléphone dans la boîte à gants, qui était aussi grosse que la voiture d'ailleurs. Alors, je suis en train de dire tout ce que l'avenir de l'automobile ne sera pas ou qu'on ne sait pas encore très très bien. Et finalement, on vous pose la question, oui, mais la voiture de demain, et je vous rassure, après, on parlera de la mobilité de demain. On ne va pas tout faire sur la bagnole, la voiture. La voiture de demain sera quoi? Plutôt que vous donner mon avis, j'ai interrogé des spécialistes, ceux qui en font des voitures, des constructeurs. Et en fait, on arrive toujours au même dénominateur commun. Ils ont tous 4 piliers, 4 axes, 4 directions principales, c'est-à-dire que l'avenir de la voiture sera de plus en plus connecté, de plus en plus autonome, de plus en plus partagé, de plus en plus électrique. Certains, alors quand on prend les acronymes, ça fait ASEC, CK, dans le cas de Mercedes, c'est CASE, mais finalement, ça reste la même chose, de plus en plus, je précise de plus en plus, hein, ce n'est pas en un coup des voitures autonomes, en un coup, non, de plus en plus connectées, de plus en plus autonomes, de plus en plus partagées. Et ce qui est marrant, c'est le E en fait, parce qu'il y a 3-4 ans, ce n'était pas électrique, c'était énergie. Avec l'énergie, ce sera multi-énergie.
il y a 3 ans, Mordicus, les professionnels du transport lourd routier, me disaient l'électrique ne viendra jamais, c'est pas possible. Il faut des batteries de tonnes et des tonnes. On va voir après où on en est au niveau du transport lourd. Donc de plus en plus connecté, connecté, commençons par le C de connecté, c'est peut-être quelque part le moins sexy, parce que je ne sais pas qui ici a une voiture de minimum 2018. 2018 ou plus récente? Plus ancienne que 2018? OK. Même s'il est de quelle année, plus ou moins? 2013. Il est possible que néanmoins, enfin je dis 2018 parce que depuis 2018, le e-call est devenu obligatoire. Le e-call, c'est cette capacité de la voiture à communiquer avec son environnement. Ce qu'on a essayé de matérialiser ici, avec les autres voitures, avec l'infrastructure, enfin le e-call surtout avec les services de secours en cas d'accident, que votre voiture est capable de dire je suis où, dans quelle position, qu'est-ce qui s'est passé des décélérations, combien de personnes il y a à bord, est-ce que le choc est important ou pas. Donc la connectivité, c'est peut-être pas très sexy comme ça, mais ça fonctionne et ça fonctionne bien. Il y a un truc assez marrant depuis 2018 qu'on a dans toutes les voitures, c'est quelque chose que vous connaissez très très bien dans l'aviation, c'est ça. Une boîte noire. Les voitures, à aujourd'hui, sont déjà capables, enregistrent déjà, bon, pour des raisons de sécurité, autant vous dire que quand on enregistre des datas, on peut également enregistrer pas mal de choses, surtout si vous n'êtes pas propriétaire mais utilisateur, sur vos hobbies, vos loisirs, ce que vous avez fait, d'où vous allez, et tout votre profil quand vous êtes inscrit, histoire de utiliser ces informations commerciales. Donc le C de connectivité, quelque part, c'est peut-être le moins sexy. Le A de autonome, là, ça devient déjà plus intéressant parce que les voitures autonomes, on en entend parler depuis longtemps. Regardez. Regardez comment on imaginait les voitures autonomes en 1954, il y a 70 ans. Et si vous pensez que les choses ont changé, regardez, je n'invente rien. Voilà comment on les imagine en 2024. Sans vous dire qu'à part le Scrabble qui est devenu... Le Scrabble, pardon. En Belgique, on dit Scrabble. Le Scrabble, qui est devenu une tablette, finalement, pour le reste, le fantasme de la voiture autonome est resté, si ce n'est que ce n'est plus un fantasme. Et pourtant, et là c'est intéressant de voir que, pas plus tard que hier, j'entendais, je ne sais plus sur quel média c'était, un Français en tout cas, 65% des Français sont contre ou ne sont pas prêts à la voiture autonome. Ce à quoi j'ai envie de répondre, je pense que 99% des 65% ne savent pas de quoi ils parlent, avec tout respect. C'est normal, chacun son job, chacun son truc. C'est quoi une voiture autonome? Une voiture autonome, c'est un véhicule, pas que voiture d'ailleurs, un véhicule qui est capable d'aller d'un point A à un point B sans aucune intervention, ni à bord, ni depuis l'extérieur. Et pour être capable, pour savoir le faire, comme on dit en belge, tu sais le faire, il faut être de minimum de niveau 3. C'est comme ça. Et niveau 0, 1, 2, 3, 4, 5. Niveau 0, autant dire qu'il faut monter très très longtemps, c'est quand il n'y a aucune aide, aucun système d'aide à la conduite. Niveau 1, c'est dès lors que vous avez minimum un frein hydraulique, une direction assistée, vous êtes déjà en niveau 1. Il y a au moins une aide. Niveau 2 veut dire pas deux systèmes, mais deux systèmes qui travaillent de concert. Par exemple, je ne sais pas si quelqu'un ici a un régulateur de vitesse adaptatif. Un régulateur de vitesse adaptatif, c'est quoi? C'est un système qui garde la voiture à la même vitesse, combiné à un deuxième système qui évite de rentrer dans les fesses du véhicule de devant. Donc, c'est deux systèmes qui travaillent de concert. Un exemple. Autant dire que la majorité des voitures, maintenant, même sur des 208, on voit que c'est de plus en plus même de série, ne serait-ce que parce que ça permet de diminuer sa prime d'assurance. On a plusieurs aides à la conduite. Jusque-là, on est au niveau du Canada Dry. Vous savez, vous souvenez la pub, hein, ça ressemble à de l'alcool, ça pétille comme de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Ça ressemble un peu déjà aux voitures autonomes. À partir du niveau 3, on est vraiment sur une voiture autonome, c'est-à-dire qu'elle est vraiment capable de tout faire sans aucune intervention du conducteur, mais il faut toujours un conducteur qui doit être plus ou moins au taquet, plus ou moins disponible au cas où. Niveau 4, c'est un petit peu la même chose, sauf que dans ce cas-là, le conducteur, légalement, ne devrait intervenir qu'en cas vraiment de secours. Autant vous dire que si, après ne plus avoir conduit pendant 2 semaines, et vous étiez derrière en train de boire ou de somnoler et vous devez reprendre le volant, je préfère qu'on ne fasse rien plutôt que mal faire. Et alors le niveau 5, ça c'est le Graal suprême, c'est finalement c'est un transport en commun. C'est une voiture dans laquelle on ne se pose même plus du tout la question
de la responsabilité, parce qu'il n'y a plus de volant, il n'y a plus de commande possible. Si ceci vous semble en partie de la science-fiction, sachez que ceux-là et ceux-là, et dans une certaine manière celui-là également, sont déjà aujourd'hui à certains endroits de la planète en circulation. Et de nouveau, on ne parle pas de laboratoire, sur la voie publique. Rue, route, autoroute également. Juste pour vous illustrer, maintenant qu'on a vu ce que c'est une voiture autonome, ce petit film illustre une seule technologie qui sont les caméras 3D. On parlera des autres technologies. Une voiture autonome, qu'est-ce qu'elle voit finalement? Après, on va penser à qu'est-ce qu'elle réfléchit. Ben, elle voit en 3D. 3D, ça veut dire des angles de caméra différents afin de reconstituer un profil et de savoir ce que j'ai devant moi. Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est un objet en mouvement? Est-ce que c'est un objet fixe? Autant dire que la voiture autonome, déjà, elle n'a pas ce souci de l'angle mort, hein. Elle voit vraiment. Et là, celle-ci a à peu près 12 caméras. Si on avait 12 yeux, mais avec cet avantage également que ces yeux sont en permanence au taquet, ce qui malheureusement n'est pas notre cas. Je ne sais pas si vous savez, sur autoroute, l'être humain est pleinement attentif à peu près 10% de son temps. Le reste du temps, on est parfois dans un état proche de l'hypnose sur l'autoroute. C'est comme ça. Vous comprenez pourquoi c'est à tel point important d'avoir des aides à la conduite, parce que l'être humain, il est faillible, voilà, nous sommes tous. Et là, je ne parle pas de tous ceux des plus jeunes générations. Moi, je me souviens, il y a 30 ans, quand j'envoyais un SMS à ma femme, je me faisais engueuler. Aujourd'hui, on sait bien que pas mal de gens sont en permanence connectés, pour ne pas dire qu'ils regardent des films en même temps qu'ils conduisent. C'est comme ça, je ne vais pas refaire le monde, je ne vais pas le critiquer. Donc, on a en tout cas déjà vu ensemble rapidement ce que c'est une voiture autonome, par opposition à une voiture avec des aides à la conduite. Comment ça fonctionne? Ça, c'est une des technologies, les caméras 3D. Mais il y a également, et c'est marrant parce que ça touche vraiment de nouveau l'aviation, on a également des sonars, des radars, des lidars, vraiment le moteur de base qui permet pas simplement de voir, mais de comprendre en temps réel tout ce qui se passe autour d'elle. C'est ces fameux lidars qu'on va revoir dans un exemple juste après. C'est quand est-ce prévu pour? Eh bien, effectivement, en 2018, j'ai commis mon premier ouvrage dans lequel j'annonçais les voitures autonomes pour, selon moi, 2021-2022. Eh bien, je ne me suis pas trompé sur la date. J'aurais dû préciser le lieu, puisque c'est pas parce que ça se passe loin de nous que ça ne se passe pas. En Asie, d'une part, vous avez un exemple très très concret, une société que je ne connais pas, dans lequel on a bien un véhicule autonome avec les caméras 3D qu'on voit ici au coin, qu'on voit ici devant, et les lidars latéraux, ainsi que normalement il devrait y en avoir ici, ainsi qu'un gyroscope en fait, qui tourne en permanence. Ça roule sur la voie publique, ce n'est pas de la science-fiction. On est en 2024. Je précise sur l'Asie parce que autant nous connaissons, je pense, tous les GAFA, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple, l'équivalent existe en Asie, on entend beaucoup moins parler. Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui sont les équivalents des moteurs de recherche Google, des réseaux sociaux Facebook et autres. Donc on a vraiment, et de nouveau, petite parenthèse, on entend souvent que les voitures électriques, c'est chinois, les voitures autonomes aussi, hein. Et comme par hasard, comme toutes les technologies, souvenez-vous, les tout premiers ordinateurs, ils étaient français. Aujourd'hui, un ordinateur, il est américain ou asiatique. En téléphonie, on a tous eu, en tout cas de ma génération, Thomson, Alcatel, ça parle encore à quelqu'un, Nokia, Ericsson. Aujourd'hui, ce sera un asiatique ou un américain. Voiture électrique, ce qui me fait peur, comme je travaille dans le secteur automobile, ce qui me fait peur pour les constructeurs en tant qu'acteurs de la mobilité et comme consommateurs européens, que de nouveau, on soit pris en étau entre les Asiatiques et les Américains. Ce que vous voyez ici, donc j'ai parlé de Chinois, enfin d'Asiatiques. Ici, on est chez Waymo. Waymo, c'est la filiale de Google. C'est bien dans la Silicon Valley. Ce que vous voyez ici, ce sont des images d'archives. C'est-à-dire qu'un véhicule autonome roulant sans conducteur sur ce qui est en fait un site militaire, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, que fait Waymo? Ça. Esthétiquement, ce n'est pas une révolution, c'est même une voiture que vous pouvez acheter dans le commerce, la voiture à la base, hein, la Jaguar I-Pace, sauf que ce n'est plus sur un site militaire qu'elle roule, c'est sur la rue, notamment les 4 villes que j'ai citées aux États-Unis. Et au-delà de la partie technologie, ce qui est plus intéressant, c'est la partie sociologie. Quand on lit les commentaires, quand on regarde un petit peu qui roule avec ça finalement, on voit que dans les villes concernées, notamment San Francisco, beaucoup de gens ont déjà intégré cela dans leur mobilité du quotidien. Donc, par exemple, ont revendu leur voiture. Et c'est vrai que finalement, dans un monde un peu comme Manhattan, où vous avez des taxis
à profusion, mais si en plus ça, ils sont moins chers, parce qu'il y a l'avantage de ne pas avoir de conducteur, bah, finalement, est-ce que j'ai encore besoin de garder une voiture? Donc, vous voyez, c'est pas que la technologie implique des changements de comportement, de mobilité. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. Probablement, des gens ont revendu leur voiture pour utiliser ça, c'est vrai, mais peut-être que d'autres, avant, auraient pris leur paire de godasses et leur vélo et maintenant vont plus facilement appeler un véhicule via leur smartphone, ça arrive devant, ça ne me coûte pas très cher. Donc, il y a un bilan qu'il faudra regarder, puis on n'est pas là pour juger de toute manière. Quand on parle d'autonome, au fait, ce n'est pas que les voitures autonomes, hein. C'est vraiment les véhicules autonomes. C'est-à-dire, tout ceci existe également. Il y avait un exemple français jusqu'à pas longtemps, Navia, je pense, qui a été racheté du côté de Lyon. C'est-à-dire des shuttles ou des véhicules pour personnes, et également tout ce qui est petits robots. Peut-être que ceci nous fait sourire, mais souvenez-vous, il y a quelques années, les trottinettes aussi, ça nous faisait sourire, mais finalement, c'est devenu vraiment la norme. Ma fille aînée étudie pour l'instant sur un campus en Caroline du Nord, et pas plus tard que hier soir, j'étais en ligne avec elle, elle s'était fait livrer des sushis, ils sont arrivés là-dedans. Et finalement, c'est logique. De plus en plus, on consomme, on achète sur Internet et on se fait livrer. Bah, est-ce que ce n'est pas plus logique de se faire livrer avec un petit robot qui ira le chercher dans un commerce de proximité, au passage, plutôt que de se faire livrer avec une grosse camionnette qui voyage à vide et qui est encore un vieux diesel des années 90. De nouveau, on n'est pas là pour juger, enfin, en tout cas pas moi, mais tout simplement pour repréciser le fait que tout ça existe, les voitures autonomes, les véhicules autonomes, les shuttles autonomes, les robots autonomes, tout ça sur roues, il n'y a pas que les roues d'ailleurs, est vraiment en train d'arriver. Souvenez-vous, j'ai dit l'avenir de la voiture sera de plus en plus connecté, autonome, partagé. Un des points communs de tous les véhicules que vous voyez ici, c'est que aucun particulier n'en est propriétaire. Ils sont tous gérés par des flottes. Ils ont tous comme point commun d'être partagés. Et ça, c'est important parce que souvent, on me dit oui, les voitures autonomes seraient un truc de riche. Bah, oui et non. C'est clair que si aujourd'hui, elles étaient en vente, si celle-ci était en vente, ce serait probablement plusieurs centaines de milliers d'euros, tellement il y a de technologie à bord. Mais est-ce que j'ai envie d'être propriétaire? Est-ce que quand vous prenez un taxi, vous avez envie d'être propriétaire du taxi ou d'être actionnaire de la société de taxi? Non. Ce qui vous intéresse, évidemment, c'est le service, les services, y compris la propreté et tout ce qui va de pair avec les services. Donc partager. Et la dernière lettre, évidemment, c'est électrique. Alors, j'ai dit tout à l'heure que électrique, ça existait depuis longtemps. Je suis en train de dire que c'est l'avenir. Mais qu'est-ce qui va vraiment se passer maintenant en 2024 et pourquoi est-ce que c'est vraiment maintenant qu'on va avoir cette révolution de l'électrique? Eh bien, parce que pour la première fois dans l'histoire, on a toutes les pièces du puzzle. Et vous allez voir que l'électrique, ce n'est pas seulement la voiture, c'est tout son environnement. Et en matière électrique, on a vraiment les pièces du puzzle qui sont en train de se mettre en place, alors que pour d'autres technologies comme l'hydrogène, il n'y a que la voiture. Ça veut dire quoi les pièces du puzzle? Ben, déjà, les pouvoirs publics, les autorités. Et ça commence pour nous en Europe par le sommet de la pyramide, c'est-à-dire l'Europe a décidé, voilà, c'est comme ça. Après, on peut en débattre aussi, j'ai un avis, on n'a pas forcément le même, a décidé que de toute façon, à l'horizon 2035, on ne vendrait plus de voitures électriques, de voitures neuves. 1er janvier 2036, on ne pourrait plus en acheter. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre toutes les voitures, tous les autres à la poubelle en 2036. Mais par exemple, voilà, il y a ce fameux Green Deal. L'Europe a décidé pour tous les pays d'aller de plus en plus vers le zéro carbone dans toutes les activités de production, de commerce, y compris dans les activités de mobilité. Donc, ça, c'est une première pièce du puzzle. L'autre, ben, elle est assez pragmatique et vous le voyez, nous en Belgique, on a les normes Euro 4, 5, 6. En France, vous avez les normes CRIT-R. Finalement, c'est la même chose. J'ai envie de dire, peu importe si on pourra encore les vendre ou pas, de toute manière, d'ici 2030, il y a plein de zones urbaines dans lesquelles on n'aura plus le droit de rentrer si on a un pot d'échappement duquel il sort quelque chose. Que ce soit du gaz, que ce soit de l'essence, du diesel, finalement, peu importe. Seuls les véhicules n'émettant rien pourront encore, donc pas que au niveau européen, au niveau local, national, régional, urbain. Et puis, ce n'est pas que les autorités, évidemment, c'est également pour faire rouler des voitures électriques, ça n'a d'intérêt que si on le fait avec de l'électricité verte. Et là, on voit de nouveau, de plus en plus, que le mix énergétique devient vert un peu partout. Je vais revenir sur l'exemple de la France un peu plus tard, avec des chiffres précis.
Exemple, ici, je crois que c'était au mois d'octobre, le Portugal a été autonome en éolien pendant 2 semaines. L'été dernier, la Belgique, je viens d'un pays, je veux dire, la pluie, on connaît chez moi. On a eu l'été 2022, 3 semaines pendant lesquelles on était autonome grâce au solaire, parce qu'il y a eu une canicule. Même en Belgique, parfois, il y a des canicules. Donc, cette électricité, partout dans le monde, et en particulier en Europe, est en train de se verdir. Dans ce cas-là, ça a de l'intérêt de produire de l'électricité pour des batteries de voitures avec de l'électricité verte. Si c'est pour le faire avec du charbon, vous me direz, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce n'est pas que la production d'électricité, c'est la distribution d'électricité. De plus en plus, et je vais encore vous montrer avec des exemples très concrets, le réseau de bornes est en train de se répandre partout en Europe, que ce soit des bornes publiques comme ici, ou des bornes privées comme vous avez ici à main droite. Et bien évidemment, tous les constructeurs, pas besoin de regarder finalement qui. Je ne connais pas à aujourd'hui un constructeur qui ne soit pas dans l'électrification. C'est presque une condamnation à mort à court ou moyen terme. Donc tous les constructeurs s'y mettent avec tout type de véhicules et des véhicules dont les performances, les capacités, les temps de recharge, la rapidité de recharge également, l'autonomie, sont année après année en train vraiment de franchir des caps qu'on pensait inimaginables il n'y a pas très longtemps. Des nouveaux constructeurs là-dedans aussi, évidemment. Je vous le montre pour la petite anecdote. Ça, c'est une photo que j'ai montrée il y a 4 ans. Il y a 4 ans, une formation pour des vendeurs automobiles, Mini et BMW. Et j'ai dû expliquer que ça s'appelait BYD. Les vendeurs automobiles n'avaient jamais entendu parler de BYD. Aujourd'hui, plus personne ne connaît pas BYD, qui est devenu numéro 1 mondial dans la production de voitures électriques. Un autre acteur, je ne vais pas tous les faire, vous pouvez me dire MG, ok, c'est un parmi d'autres. Bah, une petite particularité. Dans le MG, c'est le 3. MG4 existe déjà. C'était la première électrique à moins de 25 000 euros. Là, ils sont en train d'arriver avec des voitures à moins de 20 000 euros. Donc, pour ceux qui se disent encore, tiens, les voitures électriques, c'est des gros SUV, c'est uniquement pour les riches et uniquement des grosses bagnoles, force est de constater qu'on est maintenant, voilà, c'était les early adopters, comme on dit, mais on est en train petit à petit d'aller vers une démocratisation dans laquelle j'ai pas grand-chose à dire. Ça ne concerne pas que les voitures, ça concerne tous les véhicules. Ici, on est dans ce qu'on appelle les low emission véhicules. Là également, il y a des lettres, L1, L2, L3, c'est-à-dire les trottinettes électriques, les vélos électriques, les vélos cargo électriques. Et quelque chose que vous devez vous attendre à voir et voir de plus en plus, c'est ça, qui est une parfaite, peut-être une des meilleures solutions pour la mobilité urbaine et périurbaine. Vous savez qu'on est tous quelque part des navoteurs qui allons de et en dehors de la ville, pas simplement micro-urbain. On voit arriver, par exemple, la Citroën Ami, qui est clairement la première fois qu'il y a une explosion comme ça de vente de quadricycles. Ceci, c'est un quadricycle L6, ça aussi, limité à 45 km/h. Je fais des petites interviews là-dedans, c'est très très marrant. On est limité à 45 km/h, on est limité à 70 km d'autonomie. On ne peut pas aller, grosse panique en un coup si on se retrouve sur le ring. Le ring, c'est notre périph' à nous, à Bruxelles. Je n'ai pas le droit d'y être et je ne l'avais pas vu venir. Et Waze m'a pas prévenu, évidemment, salopard. On a des véhicules comme la Microlino, là on est dans la catégorie L7, là on est limité à 90 km/h, on peut aller sur certains axes, on peut aller jusqu'à 150 km. J'ai ça à la maison, je l'utilise au quotidien, beaucoup plus que ma voiture traditionnelle. Parce que, comme on dit, ça fait mais largement le job. Et combien de fois, posez-vous la question, combien de fois on a besoin d'être plus que 2 à bord? J'ai vécu ça pendant des années quand je travaillais chez Smart. En fait, les gens disaient pour partir en vacances, puis quand on leur demandait vous êtes combien, on est 2 en fait. En moyenne, les gens sont 1,2 à bord. Les navetteurs qui viennent sur Paris tous les jours, c'est 1,05. On est dans ce qu'on appelle l'autosolisme. Donc, par rapport à ça, une petite 2 places vaut mieux. Et peut-être une des meilleures solutions, je l'ai visité à Barcelone, c'est ce concept, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, ce que vous voyez là et là, ce sont des batteries sur tiroir. Donc, soit je reprends mon tiroir sur un petit trolley, je le ramène à mon appartement, ce qui est une des meilleures solutions en ville, parce qu'on peut créer autant de bornes qu'on veut, on n'aura jamais cette garantie du particulier qui se garde devant chez lui et qui se branche le soir, quand je rentre, et demain matin, je dois pouvoir repartir, sinon je suis mal. Je vais conduire un gamin à l'école, j'ai un rendez-vous médical, j'ai un rendez-vous professionnel. Et donc, vous avez vraiment des nouveaux phénomènes, et attendez-vous à voir ceci se multiplier, se développer dans l'avenir, de batteries vraiment, que soit vous reprenez chez vous, soit vous remettez dans une espèce d'armoire, dans un parking privé, et donc avec votre application, vous dites, voilà, je veux changer de batterie, elle arrive, la nouvelle clignote déjà,
il n'y a plus qu'à la reprendre, la recharger et on est reparti. Donc vraiment, tout ça est en train d'évoluer. J'insiste, ce n'est pas que les voitures électriques, ce n'est pas que les trottinettes électriques, c'est d'autres moyens de transport. Et l'électrification va également aller de cadre avec la résurrection de certaines icônes. La Mini est relancée actuellement sous forme électrique. La fameuse Golf GTI va renaître de ses cendres en mode électrique. C'est l'électrique qui va la relancer, de même que la Fiat 500 Abarth, et bien évidemment, et on l'attend ici dans 2 semaines, présentée à Genève, la R5, la Renault 5, qui va renaître de ses cendres, et après on aura la R4. Donc, de nouveau, ceux-ci ne sont pas des gros SUV comme on a l'habitude d'en voir. Je disais de la trottinette, jusque à quoi? Ça. Je dis encore une fois, c'était impensable il y a 2-3 ans, et je parle encore de professionnels du transport lourd qui me disaient « Ouais, attends. À la rigueur, des camionnettes de livraison, c'est faisable, parce qu'on est en centre-ville, petite vitesse, petite distance, pas besoin d'autonomie, puis on est en milieu urbain, donc ça a tout son sens de ne pas avoir de pot d'échappement. Puis ça a été, oui, les camions poubelles, peut-être, les bus urbains. Non, aujourd'hui, ceci, c'est un Mercedes e-Actros 600. Il sera lancé dans quelques semaines. Tesla a déjà livré 250 camions. On est bien sur du 30 tonnes, du transport ultra lourd. C'est vrai qu'on a des batteries de 3 tonnes là-dedans. Et en attendant, quand je l'observe, et de nouveau, j'essaie d'être le plus neutre possible, quel que soit le constructeur, que ce soit DAF, que ce soit MAN, que ce soit Scania, Mercedes, ils sont tous bien davantage occupés avec des camions électriques qu'avec tout le reste. Depuis des années, j'entends parler d'éthanol, de CNG ou d'autres moyens. Ben, objectivement, ça ne bouge pas trop, probablement aussi parce qu'avec l'hydrogène, le gros souci, ce n'est pas la voiture, c'est son approvisionnement. Produire l'hydrogène, stocker l'hydrogène, transporter l'hydrogène, distribuer de l'hydrogène, tout ça est très volatile, tout ça coûte très cher. Même des bateaux sont en train de s'électrifier. Je dirais, finalement, tous les transports en commun, sauf un qui vous concerne, l'aérien. Là, à aujourd'hui, il n'y a pas encore la solution via l'électrique parce que forcément, il n'y a pas simplement l'aspect place, il y a évidemment l'aspect poids qui rentre en jeu dans la balance. Quand on parle d'électrique, il y a énormément de fake news. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ceci. Donc, si ça vous intéresse, j'essaie de résumer quasi toutes les questions, un peu comme un livre de cuisine, toutes les questions que les gens se posent sur est-ce que c'est pratique, est-ce que c'est l'avenir, est-ce que je peux rentrer dans un parking, est-ce que c'est économique, est-ce que c'est écologique? Donc, toutes ces questions sont traitées dans ce livre. Je vous en ai repris quelques-unes parce que j'étais frappé. Mon métier de base, moi, c'est la formation avec des vendeurs professionnels que eux-mêmes sont pollués par les mêmes fake news, par les mêmes réseaux sociaux. Ce qui est marrant d'ailleurs quand on voyait un message anti-électrique, surtout de voir d'où il vient. Et très souvent, ça vient d'un certain lobby. Il y en a énormément, par exemple, qui viennent du lobby pétrolier texan. Il n'y a pas trop d'intérêt à ce qu'on passe à l'électrique. C'est ce que je veux dire. Vous asseoir. Par exemple, celle-ci, je l'adore. J'ai fait le test avec 80% de vendeurs automobiles pensent que ceci, vu que c'est dans la pub, on voit un véhicule hybride rouler au milieu du désert, sous-entendu en électrique, pensent qu'il y a au moins 5-10 km d'autonomie. Non, il n'y a pas du tout d'autonomie. Une hybride comme ceci, c'est un véhicule, une toute petite batterie qui se recharge uniquement à la décélération. Ça vous aide juste au démarrage. Le seul avantage de ça, c'est de diminuer un petit peu sa consommation. Mais ceci est tout sauf une voiture électrique. On est vraiment dans le thermique de chez thermique. Même si des professionnels automobiles tombent quelque part malheureusement dans le panneau, de penser que c'est comme une plug-in hybride, hybride rechargeable, 30, 40, 50 km d'autonomie, c'est absolument pas le cas. Celle-là, j'adore. Vous vous souvenez? Ça a été dans tous les médias l'été dernier. On a eu ce bateau en perdition dans la mer du Nord qui transportait 3000 voitures, dont 50 électriques. J'ai gardé tous les articles en question. Vraiment, le résumé, c'est il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pas parce que le bateau en question, on n'a pas pu analyser, mais s'il y a des voitures électriques, ça vient des voitures électriques. Et lorsqu'on a déchargé les voitures en question, toutes étaient brûlées, sauf les électriques. Les électriques, on a pu les mettre à la poubelle aussi parce qu'elles avaient été contaminées par le feu venant des autres. Mais en attendant, le mal était fait. Et encore aujourd'hui, quand je pose la question à des professionnels automobiles, je dis tiens, c'était quoi le problème à la voiture électrique, je pense. Donc, malheureusement, le mal est fait. Et par après, plus personne ne se souvient que ce n'était pas un problème. Plein d'autres questions dans les villes. Est-ce qu'on peut se recharger quand on vit en immeuble appartement? Vous avez cette chance d'être en France. En France, il y a le droit à la prise. Donc, c'est vraiment gravé dans le marbre, la loi. C'est à la base,
c'est à vous qui aura la priorité de pouvoir installer, et ce seront aux autres d'essayer de vous empêcher. Quelque part, en matière électrique, en France, il est interdit d'interdire. Dernière question, parce qu'on ne va pas toutes les faire, les fameuses vacances à partir dans le sud de la France, est-ce que c'est possible de le faire en électrique? Ben, évidemment que oui. Quelle est la différence finalement? Aujourd'hui encore bien, parce que tout ça est en train de se développer, mais déjà aujourd'hui, la grande différence, ce n'est pas sur la réalisation du trajet. En gros, de partir de Luxembourg jusqu'au fin fond du Portugal, il y a 2000 km, mais ça prendra toujours beaucoup d'heures, que ce soit en essence, en thermique ou en électrique, 20 heures de route. Ce n'est pas tellement la réalisation, ce sera la préparation du trajet. Pourquoi? Parce que là où en thermique, on monte à bord et puis on s'arrêtera quand on s'arrêtera, on peut davantage partir à fleur au fusil. En électrique, ça demande un petit peu plus de préparation du voyage, c'est-à-dire, il y a des outils pour ça. Je vais vous montrer un exemple concret. Moi, je l'ai fait. Je suis reparti de Turin à Bruxelles avec un véhicule un peu spécial. J'avais en tout et pour tout uniquement un badge ChargeMap et l'application qui va avec. J'ai pu choisir mes bornes. J'ai même pu choisir. Tiens, je vais m'arrêter là parce qu'il y a un McDo. Je vais faire mes mails pendant que je recharge. Là, il y a un truc à visiter, etc. Donc, il y a à aujourd'hui, en France, 110 000 bornes publiques. C'est beaucoup trop, en fait. Statistiquement, elles ne sont pas utilisées, pas assez utilisées. Donc, pour les investisseurs, aujourd'hui, ils ne s'y retrouvent pas encore. Mais c'est un investissement pour l'avenir, évidemment. Outre le fait que, je vous ai repris 2 articles relativement récents qui datent du mois d'octobre et du mois de septembre, l'Europe a décidé, voilà, c'est au niveau européen, qu'on ne pourrait jamais avoir plus de 60 km sans borne de recharge sur autoroute. Et l'Allemagne va même plus loin, puisque toutes les stations carburant sont désormais obligées, à partir de 2024, de proposer des bornes de recharge. Donc partout où il y a du carburant, maintenant, il y aura de l'électrique. Combien? J'en sais rien. 1, 2, 5, 10. Est-ce que ce sera du courant continu, superchargeur, 500 kW ou autre? En tout cas, c'est vraiment le maillage est en train de se faire. Alors vous allez me dire que je parle en théorie là. Hein, je suis en train de dire il n'y a qu'à Faucon. Ben, je l'ai fait et je ne l'ai pas fait avec une voiture. J'ai pris le pire cas possible et imaginable, une micro-lino, un des quadricycles que j'ai montré juste avant. Donc c'est un quadricycle, c'est une petite voiture de 2,50 m avec la porte qui s'ouvre devant, qui fait référence à la BMW Isetta des années 50 pour les amateurs, avec M. Sori, ça vous dit quelque chose. Donc c'est pas une voiture, j'ai pu aller sur l'autoroute, mais là l'autonomie était flinguée tout de suite. Donc en passant par des départementales, j'ai eu ce choix, ce luxe de pouvoir choisir finalement, tiens je m'arrêtais là plutôt que là. J'ai fait Turin-Bruxelles en 2 jours, au lieu d'un, c'est vrai. J'ai dépensé 18 € au lieu de 300 € de péage et carburant. Pourquoi? Parce qu'une des particularités de ces applications, c'est que ça vous permet également de trouver des bornes lentes gratuites. Il y en a. Et j'ai eu l'occasion de les découvrir, très très bien cachées en général. Hein. C'est les résidents, ils savent où se trouve, en face de la piscine municipale, devant la mairie, à l'arrière du parking de machin. Mais elles sont identifiées, elles ressortent. C'est comme ça, moi. Pauvre belge, comment ai-je pu savoir qu'au fin fond d'un village, il y avait des bornes gratuite carrément. Et tout le reste du temps, j'ai dû payer 20 centimes le kilowattheure. Pour vous donner une idée, c'est moins cher qu'à la maison, que du courant domestique. Donc c'est tout à fait faisable. Évidemment, ce véhicule n'est absolument pas fait pour ça. Mais si une micro-lino peut le faire, ça prouve que n'importe quelle petite voiture électrique, aujourd'hui une Zoé, une i3, peu importe, est également capable de faire le job. Alors, une des questions qu'on entend beaucoup, sur laquelle on me harcèle très souvent, c'est ouais, mais est-ce que c'est économique et est-ce que c'est écologique? Une voiture électrique n'est pas écologique, parce qu'une voiture n'est pas écologique. Seule voiture écologique s'appelle un vélo. Donc comparer une voiture électrique à un vélo n'a pas de sens. Comparer une voiture électrique à une voiture thermique, ça a déjà un peu plus de sens. Et de la même manière que quand on veut se demander, tiens, est-ce que c'est économique? Il faut tout prendre, pas que l'achat. C'est vrai que c'est plus cher l'achat, mais en prime, en taxation, en utilisation, en assurance, en entretien, en réparation, en revente, là, ça s'appelle tout le cycle de vie. Et bien, de la même manière que pour savoir si c'est plus économique ou pas, il faut tout prendre. Pour savoir si c'est plus écologique ou pas, il faut également tout prendre. Pas que la production, parce que très souvent, on va pointer du doigt ceci, une exploitation de cobalt. L'exploitation de cobalt, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une exploitation minière, ça existe.
quels que soient les minerais. On casse une tonne de roche et là-dedans, on va retrouver quelques grammes de et de. Donc à la base, le cobalt vient essentiellement de mines où, au départ, on exploite le cuivre, on cherche du cuivre. Et à côté du cuivre, il y a du cobalt également, en quantité très infime, bien sûr. Donc une exploitation de cobalt n'existe pas, c'est un sous-produit d'une autre exploitation. De la même manière, regardez ceci, c'est une exploitation de lithium. L'image est prise quasi par satellite. Donc ceci, ça représente des hectares de marais, dans lesquels, un peu comme des marais salins, on joue sur la saumure et l'évaporation pour récupérer quoi? En fait, du potassium. Donc ceci existe depuis des décennies, non pas pour les voitures électriques, mais pour l'agriculture. Le potassium est utilisé depuis très longtemps dans l'agriculture. Et un des sous-produits, tant mieux, comme on en a besoin, c'est le lithium. Donc on n'a pas créé ça pour les batteries, contrairement à ce que j'entends souvent, de la même manière que le cuivre, le zinc, le fer, l'aluminium, on en a besoin pour tout, y compris pour des carlingues d'avions, y compris pour des châssis de voitures, y compris pour des poutrelles dans la construction, etc., etc. Et puis, si on veut vraiment être honnête, je disais, il faut comparer vraiment des pommes avec des pommes. La production des batteries, c'est vrai, elle est un peu plus énergivore. En attendant, il faut quand même exploiter tout ça par rapport à une voiture thermique. Mais le pétrole, jusqu'à preuve du contraire, il ne pousse pas sur les arbres. Même le pétrole conventionnel, au bout du compte, on va devoir le raffiner, le transporter, le stocker, puis finalement le brûler. Une fois qu'il est brûlé, on ne peut plus récupérer des gaz. Mais il y a pire que ça, c'est le pétrole non conventionnel. Vous avez probablement déjà entendu parler de pétrole non conventionnel. Deux exemples. La fracturation de roches. C'est un exemple en Iran. Chaque point que vous voyez, ce sont, pas ces détails, à peu près 100 mètres de sondage. On injecte de l'eau à haute pression, plus des produits chimiques. Ça provoque des séismes et ça pollue les nappes phréatiques pour plusieurs millénaires minimum. Donc ça, c'est une manière de faire du pétrole non conventionnel. On pourrait le faire en Europe, on ne veut pas le faire, parce qu'on est conscient d'eux. Un autre exemple, c'est les sables bitumineux. Là, ça se passe au Canada. Vous voyez le Canada, pays très vert, les arbres, les forêts à perte de vue. Voilà une photo du Canada. Ça ressemble plus à une marée noire qu'à autre chose. Donc là, on n'est plus sur la fracturation de roches, on est sur les fameux sables bitumineux. Voilà le résultat d'exploitation de sables bitumineux. Là, on a également des sols pollués pour des millénaires, probablement. Autre question que j'entends souvent, c'est, et certainement en France, c'est « Oui, mais Damien, avec les voitures électriques, tu déplaces le problème, il n'y a plus de pot d'échappement. Et si le but du jeu, c'est de faire construire des centrales au charbon, tu ne vas pas solutionner le problème, évidemment. » Par rapport à ça, de nouveau, c'est une grosse fake news. Et de nouveau, on a des chiffres pour mesurer, même mesurer en temps réel, si vous voulez. Il y a des applications qui permettent de voir que aujourd'hui, en France, chaque kilowattheure produit aura émis plus ou moins 30 grammes de CO2 par kilowattheure. Pour vous donner une idée, en Belgique, on est à 80-100 grammes. Par contre, en Pologne, c'est vrai qu'on est à 600 grammes. Donc, il y a quelques pays, 2-3 pays d'Europe, où l'électricité produite est très, très noire, ce qui n'est absolument pas le cas en France. Mais de nouveau, c'est une fake news qui tourne. Et puis, à la fin, après quelques années, est-ce qu'elles vont dans une décharge publique? Pas du tout. Lorsqu'une batterie commence à être fatiguée, ça veut dire qu'elle a perdu 10-20% de ses capacités et elle ne vous convient plus, dans 10-15 ans, eh bien, elle commence une deuxième vie de stockage. Ici, vous avez un exemple d'un constructeur, BMW pour ne pas le citer, où ce sont toutes des anciennes batteries de i3 qui commencent seulement une deuxième vie de stockage, parce qu'elles ne sont plus assez bonnes pour vous faire conduire, mais elles sont assez bonnes pour stocker de l'électricité pendant plusieurs décennies. Et seulement après, on va les recycler. Et une batterie, même si ce ne sont pas des terres rares, de nouveau une fake news, il n'y a pas de terres rares dans les batteries. Les métaux rares, c'est même un terme qui n'existe pas, qui a été inventé par le lobby pétrolier texan. Mais tout ça, force est de constater que c'est encore de la valeur. Ça ne viendrait à personne ici de jeter à la poubelle un bijou parce qu'il ne nous plaît plus. Forcément, un bijou, dans 2, 3, 5 siècles, il existera toujours fondu, refondu sur une autre manière. Pour une batterie, c'est la même chose. Tout ce qu'il y a dans une batterie a de la valeur. Et tout ça va être recyclé pour des raisons économiques. C'est une obligation européenne. À aujourd'hui, en 2024, 40% des composants d'une batterie, aujourd'hui, doivent déjà venir d'une batterie de recyclage. C'est énorme et on va aller de plus en plus vers cette circularité. La morale de l'histoire, et pour conclure sur le sujet des voitures électriques, est-ce que c'est écologique ou pas? Il faut tout prendre. Ici, quand on prend une thermique ou une électrique après 150 000 km, pas tout cycle de vie, 150 000 km, finalement, ce n'est pas beaucoup. Eh bien, c'est vrai qu'à la production, une électrique aura émis plus de CO2, mais quand on prend le tout, elle aura émis 3 fois moins de CO2. Pourquoi?
Parce que le gros émetteur de CO2, vous avez compris, c'est le carburant. Ce n'est pas tellement la production, le recyclage, c'est la vie de la voiture. Chaque fois qu'on aura fait le plein, à toutes les conséquences. Alors, comme je disais, on ne va pas épiloguer davantage sur la voiture. J'ai déjà beaucoup parlé de voiture. Toutes ces tendances, est-ce qu'on les retrouve dans les autres moyens de transport? Oui. J'ai parlé de voitures autonomes tout à l'heure. Voici des camions autonomes. C'est un projet très concret qui s'appelle Platoon, où on a un seul conducteur réellement actif devant, et tous les autres sont, non pas comme ici sur la photo, mais à peu près 1,50 m pour avoir un maximum, la meilleure pénétration dans l'air possible. Mais ils sont vraiment dans un rôle niveau 3, niveau 4, vraiment en cas de pépin, de pouvoir interagir. Les drones, évidemment, sous toutes les formes. Tout ce qui est aérien, on va pas vous faire un dessin, parfois pour sauver des vies, malheureusement, parfois pour l'inverse. Les drones existent complètement. Et bien évidemment, ce n'est pas que les voitures, ce n'est pas que les camions, ce n'est pas que des objets traditionnels, c'est également de plus en plus, et avec l'intégration de l'intelligence artificielle, des robots humains, des humanoïdes. On a parlé de la voiture de demain, d'autres moyens de transport de demain, mais finalement, la mobilité de demain, elle sera quoi? De nouveau, plutôt que de donner mon avis, j'ai interrogé toute une série de spécialistes, dont celui-ci, dans le cadre de petites capsules vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle The Mobility Studio, qui passe sur plusieurs télévisions régionales francophones belges. Et j'interroge tous les mois quelqu'un qui a quelque chose à dire au niveau de la mobilité. Ma dernière question sur la même. Comment voyez-vous la mobilité du futur? Et la réponse est quasi sur la même. Elle sera multimodale. Multimodale, j'ai cité mon exemple de 2034 où j'arrivais en trottinette en passant par différents moyens de transport. Ceci, MaaS, Mobility as a Service, de nouveau, ce n'est pas la science-fiction. Si vous allez en Scandinavie, en particulier à Oslo, il est très probable que vous vous déplaciez là-bas uniquement avec MaaS. C'est-à-dire une application, qui s'appelle WIM, peu importe, sur laquelle vous allez vraiment retrouver tout. Tout. Un seul opérateur qui gère, avec un seul abonnement, trottinette, train, tram, bus, moyen de transport, taxi évidemment. Et donc, vous avez déjà aujourd'hui cette possibilité de vous déplacer. Alors ça tombe bien parce que quand on parle de mobilité du futur, qui ça concerne? Les générations du futur, les fameux milléniums, les fameuses générations Z. Et quand on analyse un petit peu leur manière de vivre, évidemment, ils sont ultra connectés, mais ils sont aussi énormément friands d'utilisation. Le co-working, le co-living, le co-voiturage, uniquement payé pour un usage. Je n'ai pas besoin d'une foreuse, je viens juste faire un trou dans un mur. Et si on peut le louer ensemble, ce sera encore mieux, ce sera encore moins cher. Donc eux sont déjà beaucoup plus friands que ma génération qui était ma voiture, ma liberté. Pour vous donner une idée, moi qui travaille dans le secteur automobile, moi qui ai 50 ans, quand j'avais 20 ans, avoir sa bagnole, c'était dans le top 3 des priorités. Aujourd'hui, c'est numéro 24. Pourtant, les jeunes générations n'ont jamais été aussi mobiles qu'on l'était il y a 10, 20, 30, 50 ans. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre. Quand on regarde un petit peu leurs attentes, les jeunes, ils ne veulent pas attendre. Ça doit être facile, ça doit être disponible tout de suite, ça ne doit pas coûter trop cher. Et puis, d'une manière générale, dans toute ma consommation, plutôt que d'écouter la pub, d'écouter le maître ou le guide, je vais écouter ma communauté, ceux qui pensent comme moi via mes réseaux sociaux, où je vais surtout lire les avis de gens, et je vais être sûr que les avis soient vrais. Parce que pour moi, vraiment, je veux me déplacer d'un point A à un point B le moins cher possible, je ne veux pas me faire arnaquer, ou le plus écologiquement possible, et je ne veux pas me faire arnaquer également. Alors, si maintenant on ramène à l'aérien, et justement, c'est par exemple, commençons par ces jeunes générations, il y a parfois certains paradoxes. Et depuis la crise du Covid, ça s'est encore intensifié. L'idée de pouvoir aller travailler partout sur la planète, de ne plus être enchaîné à un bureau, ça va de soi. Ça vient un petit peu en contradiction avec d'autres manifestations comme celle-ci, vous connaissez probablement dans le secteur aérien, ce slogan qui a été lancé en Scandinavie et qui veut dire « la honte de prendre l'avion ». On a comme ça des groupuscules, des groupes comme ça de personnes qui ont décidé de ne plus jamais prendre l'avion. Il y a un petit peu une dissonance entre ceux qui sont allés militer sur la planète et qui en même temps veulent voyager de l'autre côté de la planète. Quand on regarde le lien entre les attentes, je veux de la multimodalité, donc donnez-moi cette fameuse application comme à Oslo, il faut des infrastructures. Et là, en France, on voit des très beaux projets qui se mettent en place, comme par exemple dans le sud-ouest de Paris,
cette aire d'autoroute, qui n'est pas une bête aire d'autoroute. Les vélos peuvent arriver avec des espaces de stockage, les voitures peuvent être arrivées, les voitures peuvent arriver pour être chargées. On a des espaces de coworking et on a des navettes qui partent, voilà, histoire d'aller vers la ville de manière moins embêtante que d'être tout seul dans sa voiture, dans les bouchons. Dans les centres-villes également, les gares intelligentes dans lesquelles on a, qui se croisent, des bus, des shuttles, la mobilité douce, des trams, etc., etc. Donc, si on veut la multimodalité, il faut également créer les aires qui le permettent. Les aires multimodales, dans le cas de l'aérien, malheureusement, c'est complètement différent, puisque c'est d'office excentré par rapport au centre-ville. Mais on a toute une série d'exemples qui se mettent en place. Ici, je vous ai pris un exemple luxembourgeois de multimodalité. C'est vraiment tout un axe de 80 km. À hauteur de Luxembourg, c'est quasi tout le pays, du sud au nord, où désormais vous pouvez traverser le Luxembourg en voiture, en train, ou en piste cyclable, ou à pied carrément sur le bord. Donc vraiment, tout ça est en train de se mettre en place. Et si je reviens à l'aérien, parce que c'était comme un petit peu le sujet, et afin de préparer au mieux, donc là, pardon, je ne suis vraiment pas le spécialiste, donc je suis allé voir des spécialistes, à la fois des patrons d'agences de voyage, d'une part, et également l'ancien responsable gestionnaire de l'aéroport de Charleroi, qui est un aéroport décentré par rapport à Bruxelles, et qui est essentiellement spécialisé, bien évidemment, sur le low cost, avec Ryanair comme partenaire unique. Et j'ai posé la question, tiens, quelles sont les tendances générales et puis les tendances plus récentes? En d'autres termes, qu'est-ce qui a changé depuis le Covid? Et là, en matière aérienne et transport en général, il faut vraiment faire la part des choses entre le professionnel et le loisir. Dit autrement, quand on regarde au niveau professionnel, le grand gagnant en matière de mobilité post-Covid, le grand gagnant de la mobilité post-Covid, c'est l'immobilité. On a tous forcément, je crois qu'on a quelques exemples ici de personnes qui sont connectées aujourd'hui. Elles sont beaucoup plus nombreuses que celles qui sont dans la salle ici. On a tous appris, forcément, je ne vous apprends rien, à travailler avec Teams, Zoom et compagnie, et se poser la question, tiens, est-ce que j'ai vraiment encore besoin de me déplacer? Et quand je dois me déplacer, pour par exemple des voyages d'affaires, de plus en plus, les entreprises réfléchissent à ne plus envoyer une délégation, mais simplement, est-ce qu'une personne, ce sera suffisant? Que ce soit pour des réunions professionnelles, et là également, au niveau des entreprises, on a de plus en plus des entreprises qui ont mis comme label, voilà, on veut maintenant pour tous nos déplacements, on a une charte, et donc s'il y a une alternative bas carbone, on va mettre la priorité et on va mettre les budgets. La différence entre un budget d'une entreprise et l'argent d'un particulier. Donc là, il y a vraiment des grosses tendances qui parfois viennent de l'entreprise, parfois des collaborateurs. Les incentives, moi j'ai fait des incentives quand j'étais pour certaines marques automobiles, on partait en Thaïlande, on partait au Brésil, on partait de l'autre côté de la planète. Il y avait ce côté fun. À aujourd'hui, les mêmes entreprises nous disent, moi j'ai des collaborateurs qui refusent de partir en incentive parce que ce n'est pas éco-responsable. Donc la demande vient des collaborateurs, donc je suis un peu obligé de m'aligner. Je pensais offrir un cadeau, oups, ça me revient en boomerang. Donc on voit des tendances, tout ça tourne autour du business. Business trip, incentive professionnel ou autre. Et de la même manière qu'il y a l'idée des working nomades, c'est-à-dire des jeunes qui vont faire un tour du monde, en fait, ils sont très, très, très peu nombreux. Par contre, une grosse tendance post-Covid, ce sont plutôt les cadres, les gens qui sont déjà dans la vie active, qui ont fait leurs preuves et qui, maintenant, se trouvent tout à fait normal, et qui c'est accepté par tous d'ailleurs, de travailler à la fois depuis mon lieu de vacances, de travailler depuis n'importe quel endroit, y compris de mon lieu de vacances, et pas forcément dans un bureau fixe. Si on revient par contre, donc ça c'était pour les tendances business, en lien avec l'aérien. Je fais très très vite, hein, je survole un petit peu le sujet. Si par contre on regarde au niveau des particuliers, là, c'est pas l'immobilité, au contraire, on a tous été confinés, donc là il y a ce côté, bouchon de champagne qui doit absolument exploser. Si on prend par exemple les chiffres de l'aéroport national de Bruxelles, ils sont revenus à, je crois, 20 millions de trajets l'année passée, là où ils étaient à 23 millions avant le Covid. Donc on est revenu à un niveau de tourisme, de vacances, vraiment de maintenant liberté avant tout, et avant d'autres critères. Je me souviens, mes filles sont allées à des marches pour le climat, et ce fameux, donc, de nouveau, cette honte de prendre l'avion, d'une part, ok, mais juste au moment où on doit partir en vacances. Et d'ailleurs, j'ai fait l'exercice. La semaine dernière, j'avais une conférence en Dordogne. Et donc, de Bruxelles, je me suis posé la question, tiens, outre Ryanair, pour ne pas le citer, qu'est-ce qu'il y a comme alternative? Ben, je crois que deux petits chiffres valent mieux qu'un long discours.
Le temps de trajet total, on était quasi par trajet à 11 heures. Le budget, par contre, c'est l'aller-retour, 350 € pour l'aller-retour. Là où forcément 2 heures de vol, bon, faut encore y arriver, pour moins de 50 € en avion. Donc, au niveau des particuliers, on ne peut pas demander à un particulier de quintupler le prix d'un bien ou d'un loisir uniquement pour des raisons écologiques. C'est difficilement acceptable et forcément, le low cost arrive avec tout ce que ça situe et vraiment, c'est un vrai débat, c'est une vraie question. Ici, je ne suis pas là pour venir affirmer des choses, certainement pas dans un secteur que je ne maîtrise pas. Mais clairement, le modèle du low cost, j'ai eu encore l'occasion de discuter la semaine dernière, est quelque chose qui pose question à terme, vu la raréfaction des matières pétrolières, vu le fait que au-delà de 5-10% de biocarburants ou de naf dans le kérosène, ça pose question. Le fait que le kérosène ne soit toujours pas taxé, le fait que le low cost fonctionne avec énormément d'aides publiques pour amener la compagnie dans ma région. Et puis après, il faut encore subventionner les billets. Et c'est comme ça qu'on arrive à des billets comme le mien à 39 €, ce qui est dingue. En conclusion, il n'y a pas de conclusion. Ici, vraiment l'idée, c'est d'avoir une réflexion, d'ouvrir la piste vers une réflexion. J'ai dit des choses sur lesquelles, avec certaines sources, j'espère, concluantes, dans tous les cas par rapport à ces changements, ces nouveaux moyens de transport, ces nouvelles énergies, ces nouvelles pratiques. Le pire, c'est cette attitude-là. Vous connaissez l'expression, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et il y a plein d'exemples dans toute une série de secteurs, toute une série d'industries. Un des plus flagrants, c'est celui-là. Hein. Souvenez-vous, Nokia était ultra leader, ne se posait pas la question. On peut creuser un peu. Prenez des pubs des années 60, des machines à écrire. Olympus était loin devant tout le monde. N'imaginez pas qu'un jour, on puisse dépasser leur machine à écrire avec des meilleures machines à écrire. Personne n'avait pensé qu'on mettrait toutes les machines à écrire de côté, évidemment. Si vous allez visiter le musée de Mercedes-Benz à Stuttgart, la première chose que vous verrez quand vous rentrez dans le musée, ce n'est pas une voiture, c'est un cheval empaillé. Et ce qui attire l'attention, ce n'est pas le cheval empaillé, c'est la citation du Kaiser Wilhelm II, ou III, je ne sais plus, en 1890, qui disait « La voiture n'a aucune chance, ce sera un phénomène de mode ». Ça nous fait sourire et rire, mais si on remet dans le contexte de l'époque, l'être humain avait vécu depuis toujours, depuis des milliers d'années, avec le cheval à côté du cheval. Tout le monde, 90% de la population jusqu'à un siècle, était agricole. Besoin peut-être qu'on les soutienne pour l'instant. On était dans un corps de logis avec les chevaux, à côté des chevaux. On n'imaginait pas qu'un jour, il puisse exister un autre moyen de transport que le cheval. La téléphonie, la voiture, les machines à écrire, etc., etc. On a plein d'exemples et je terminerai sur celui qui, pour moi, est vraiment la référence, qui est devenu même un slogan. Ubérisez-vous si vous ne voulez pas vous faire kodaker. Là, pareil, quand je parle des jeunes générations, je dois expliquer ce que c'est Kodak. Je vais expliquer ce que c'est ce truc-là. Ah oui, tu y allais vraiment, tu prenais des photos et puis il fallait aller les développer, hein, souviens. Puis on attendait pendant 10 jours. Et avant de faire une photo, on réfléchissait. Hein, il ne s'agissait pas de la rater, ça coûtait une blinde, etc. etc. Et bien, tout ça est mort enterré. Pourtant, de nouveau, à ces périodes de transition, vous avez toujours les dubitatifs. Et je me souviens de tous les professionnels qui disaient les appareils numériques, c'est bien pour les touristes, c'est des jouets. Professionnels, il faudra toujours une vraie photo sur une pellicule. Ne jamais dire jamais, ne jamais dire toujours. Voilà, je n'ai aucune idée du timing qu'on a Il commencé. nous reste un petit peu de temps pour poser des questions. C'est magnifique ça. Merci à vous. Oui, bravo, merci beaucoup, Damien. Il fait Je voulais vous indiquer une chose à ceux qui ont eu le bon goût, la bonne idée et la pertinence d'être venus. Il y a donc ce livre que Damien a écrit qui résume et qui explique avec des fiches très pratiques toutes les questions, qui répond à pas mal de questions qu'on peut se poser. Damien en a cité quelques-unes, mais il y en a d'autres sur le sujet des voitures électriques. Voilà, ce que je propose, c'est que le CE en acquiert, je sais pas, une dizaine, une douzaine, et qu'on vous les offre. On offre aux 12 premiers qui auront la bonne idée de venir dans mon bureau pour venir les chercher.
Donc, comme comme vous avez été présent aujourd'hui, si ça vous intéresse, je vous demanderai simplement de mettre votre nom sur la feuille. Et quand je recevrai ces ouvrages, eh bien, je vous contacterai et tout simplement, je vous les remettrai si ça vous intéresse. Voilà. Parce que je suis vraiment venu en trottinette, donc j'ai pas pris toute une caisse. Vraiment venu en Ah ouais. trottinette, hein, pas de Elle est là, hein, piège, recharge-la. Hein. Donc oui, il y a pas mal d'idées reçues. Enfin, j'en ai vu quelques-unes dans ce livre, et puis je vous écoutais tout à l'heure, Damien. Toutes ces idées reçues, par exemple, moi j'avais encore en tête, il y a encore récemment, j'ai un peu honte de dire ça, c'est pas grave, on peut couper au montage, hein, que les voitures électriques, c'était une grosse blague, puisqu'on ne savait pas quoi faire des batteries au lithium, Ouais. et qu'on n'était pas fichu de les recycler. Alors pourquoi est-ce que je disais ça? Parce que je l'ai lu, mais dans plusieurs sources, de journaux apparemment tout de même relativement sérieux, ou de gens qui ont l'air en tout cas relativement sérieux. Et vous nous avez dit que non, c'est pas vrai, que 40% des composants d'une batterie vient déjà d'un Ouais. recyclage, et que le reste, on sait le recycler. Ouais. Donc, toutes ces fake news d'où viennent-elles en fait? C'est des lobbies, c'est des gens tout simplement qui parlent sans savoir. D'où ça vient ces idées-là? D'un ensemble de choses, l'ignorance. Donc, si nous, on entend de la même manière que quand on entend une blague, on aura envie de la perpérer sans forcément vérifier la source. Donc, ça vient parfois simplement de l'ignorance. J'ai entendu un truc de bonne foi, je pensais que je pouvais faire confiance à telle source. Et parfois, ça vient effectivement d'une volonté de nuire. Par exemple, et ça peut être enregistré, je m'en fous, même si c'est un client potentiel, Toyota joue énormément. Toyota, par exemple, a fait un double choix. Celui de l'hybride, c'est une très 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 bonne solution pour les années 90, d'une part, et le choix de l'hydrogène qui ne fonctionne absolument pas parce qu'il n'y a pas le marché, il n'y a pas l'hydrogène, que produire l'hydrogène, c'est 95% du fossile, qu'on n'arrive pas à le stocker, que personne n'investit dans les stations, enfin, ils se retrouvent tout seuls. Et donc, par panique, vous voyez des grandes annonces, et à chaque fois que je vois l'annonce, en parallèle, si je la commente, on me dit: Attends, Damien, t'es gentil, mais tu parles de Toyota quand même, ils sont numéro un mondial. Donc, le fait d'être leader provoque ça. Oui, le gros, forcément, il sait mieux de quoi il parle que toi, le petit, mais derrière, faut se poser la question pourquoi est-ce qu'il communique de manière aussi agressive anti-électrique? Parce que il y a toujours des intérêts économiques. Sur LinkedIn, j'ai régulièrement quelqu'un qui se présente comme un spécialiste de l'énergie. C'est quelqu'un qui, en Suisse, a racheté tout un réseau de pompes à essence. Forcément, mais ça se trouve nulle part sur son profil, quoi. Hein. Et quelques personnes qui ont osé le citer, mais il les a bloqués. Ça me permet de continuer à laisser passer une info, donc je ne comprends même pas l'utilité. Moi, si j'avais des pompes à essence, j'irais installer des bornes de courant DC, donc les superchargeurs. Parce que jamais, vous, à la maison, vous pourrez avoir un superchargeur. Ça coûte trop cher. En plus, il n'y a pas l'alimentation pour pouvoir générer les 300, 500 kilowatts. Donc, ils vont garder un monopole. Les pompes à essence, les distributeurs, les pétroliers qui le font aujourd'hui, ce n'est pas uniquement parce que l'Europe l'oblige, ce n'est pas uniquement pour les beaux yeux de la planète, c'est simplement parce qu'ils vont garder, en tout cas, ce monopole de l'électricité super puissante. Donc, le seul moyen de se recharger en 15-20 minutes, ce sera toujours chez eux. À la maison, ça restera un peu comme ma trottinette. On regarde de temps en temps, 2-3 heures, ok, je peux repartir sur Bruxelles, ça ira. Je vais quand même vérifier. Donc, ça vient, pour répondre à la question, ça vient en partie de l'ignorance, dans le meilleur des cas, et parfois d'un peu plus de malveillance, on va dire, d'autre part. Alors, si vous voulez poser des questions, je vous demanderai simplement de parler dans ce petit micro pour que les gens qui sont en distance, si après pour la rediffusion, ce soit plus audible. Non, c'est vrai, vous avez parlé à la fin là, du low cost, et c'est vrai que quand on regarde à titre privé pour partir un grand week-end ou faire quelque chose, force est de constater qu'effectivement, ça coûte moins cher de prendre un low cost et de partir à l'étranger, relativement loin, je dirais, que même prendre un billet de train pour faire un grand week-end en France, quoi. Donc, c'est vrai que moi, souvent, je regarde les différences de prix entre train et avion. La plupart du temps, l'avion est moins cher. Et donc, et de beaucoup. Enfin, je veux dire, c'est pas effectivement comme dans votre exemple, il y a des grosses différences. Donc, c'est vrai que c'est dommage. Il y a un problème au niveau du modèle économique là. Enfin, je sais pas ce qu'on peut faire, mais Il y a toujours une contradiction entre l'écologique et l'économique. J'étais, à titre personnel, halluciné
que pour aller à Bordeaux, un, j'avais pas d'alternative, mais deux, que dans la région, il y avait l'aéroport de Bordeaux. Je suis parti par Bordeaux, je suis revenu par Brive, découvert, il y a un aéroport à Brive, ça vous semble évident, moi pas. Il y avait un troisième ou quatrième, donc il y avait au moins 4 aéroports régionaux qui avaient chacun en plus 3-4 vols, donc on se demande si vraiment, enfin on se doute qu'il y a d'abord au départ une volonté politique de quelqu'un qui a dit je veux mon aéroport dans mon jardin. Donc en plus de ça, j'ai pas du tout l'impression que ça tourne avec énormément de subventions. Donc la logique voudrait effectivement que pour tous les déplacements de moins de 500 km, on puisse le faire avec une vraie alternative. Et le jour où il y a des alternatives, c'est-à-dire aussi rapides et moins chères, les gens seront prêts à le faire. Malheureusement, là, j'ai montré des exemples entre 50 € ou 350 €. Il n'y a pas photo. Personne va, peut-être 1% des gens vont quand même prendre l'alternative, en l'occurrence le train. Mais je parlais donc avec ce patron de plusieurs agences de voyage qui me disait, mais, sans aller aussi loin, souvent on propose une compensation CO2. Donc en gros, de payer quelques euros, et malheureusement, la grande majorité des gens ne le prennent pas. Donc oui, c'est très très compliqué au niveau particulier. Si on compte uniquement sur la bonne volonté des gens pour un comportement vertueux, malheureusement, ça va concerner très très peu de gens. Il n'y a rien à faire. 2 trucs marchent dans la vie, c'est la carotte et le bâton. J'ai jamais vu des étudiants qui venaient, on ne serait pas allé à l'école s'il n'y avait pas d'examen, ce n'était pas obligatoire. Moi, je donne des formations à des gens qui soit sont pénalisés s'ils ne viennent pas, soit touchent un bonus, une rémunération s'ils viennent. Donc il n'y a rien à faire. Si on pouvait rouler à 180 en ayant bu sans ceinture de sécurité, je crois qu'on le ferait. Hein? Soyons... Exactement, comme tout le reste. Hein? Comme tout le reste. Comme la cigarette, comme... Non, non, mais tout un temps, on fumait partout, et voilà. Et ça a toujours été ces dissonances entre ma liberté individuelle et... Oui. Juste une question par rapport au recyclage. Je suppose que vous avez dû voir un reportage qui est passé il y a peut-être quelques semaines sur France 2 qui a montré en Chine des aires de stockage dans des banlieues de grandes cités où, en fait, ils balançaient les voitures électriques de première génération, des voitures qui avaient 5-6 ans à peine, qui étaient stockées là sur des grandes aires, et recyclage zéro, même la végétation commençait à pousser à travers et tout. Donc, je pense que sur le recyclage, tout le monde n'est peut-être pas à la même enseigne, ou tout le monde n'applique pas les mêmes consignes. Donc, je ne sais pas si c'était un exemple idéal, celui que vous avez montré, mais visiblement, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, en tous les cas. En plus, pour des véhicules qui étaient relativement récents, parce qu'ils avaient la personne qui faisait le reportage disait qu'il y en avait, c'était des véhicules âgés de 5-6 ans. Donc, mais moins que ça, en fait. Et c'est là que vient en partie la fake news, de nouveau. C'est qu'une partie de ces véhicules étaient tout à fait neufs et font suite, je crois, à la faillite d'un opérateur. Donc, suite à une faillite, on s'est retrouvé un peu comme parfois vous avez également un immeuble en faillite, un commerce qui reste à l'abandon pendant... Moi, j'ai vu des exemples d'une concession automobile dans laquelle on a des Saab qui sont là depuis 40 ans, parce qu'il y a une faillite et puis on n'a pas résolu le problème. Je ne connais pas le problème en question. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Pour ce qui concerne la Chine, c'est plutôt au niveau de la production des batteries où ils ne respectent absolument pas les normes, tout comme quand j'ai montré l'exemple, la production du pétrole non conventionnel. On pourrait faire au revoir, du pétrole non conventionnel en Europe techniquement, mais on se refuse de le faire. Donc c'est clair que les exemples que j'ai montrés ici, le puzzle dont j'ai parlé, et j'ai montré effectivement que ça vient d'abord, mais pour le coup ça concerne quand même 27 pays dont les nôtres. Le Green Deal ne concerne que l'Europe, et c'est clair qu'on se retrouve en concurrence avec la production qui ne respecte pas les mêmes normes, etc. Enfin, ce qui se passe aujourd'hui dans la rue au niveau agriculture, c'est exactement la même chose. Hein. Se retrouver en concurrence avec d'autres pays qui ne respectent pas les mêmes normes sanitaires, sociales et autres. Autre question, remarque, observation, commentaire, critique, oui. Voire contestation. Oui, vous avez parlé des voitures autonomes, vous avez dit que ça existe déjà aux États-Unis, sur la côte ouest. Mais vous voyez la voiture autonome arriver quand chez nous, à Saint-Cloud? Ça n'existe pas aujourd'hui. La voiture où j'appuie sur le bouton et je lui dis, mais ramène-moi chez moi. Quand est-ce qu'elle est là? Eh bien, j'espère le plus vite possible parce que
À quel horizon? Il y a un, 10 ans? il y a un deuxième problème, c'est que d'abord le pourquoi. Le pourquoi, c'est que le cadre légal n'est pas du tout le même en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, pour faire rouler une voiture autonome, elle ne peut pas dépasser 60 km/h dans un périmètre bien déterminé, dans un axe routier où il y a systématiquement au minimum une borne centrale en béton, avec un opérateur à bord, avec les pouvoirs publics, enfin, tout ce qu'il faut pour dégoûter les opérateurs en question de faire des tests. Et c'est pour ça que ça avance aussi vite des autres côtés de la planète. Mais une des conséquences de ça, c'est que nos acteurs, nos constructeurs européens, je veux dire, se désinvestissent de ce sujet-là, qui de toute manière, un jour ou l'autre, tout le monde voudra des voitures autonomes. Et j'imagine pas 2 secondes que dans 10 ans, nous revions tous de tous les coins de la planète en disant là-bas, j'ai pu rouler à l'aise et je reviens ici, je dois reprendre mon volant. Enfin, ou ça veut dire que l'Europe a vraiment décidé de prendre 5 longueurs de retard. Donc, d'une manière ou d'une autre, cette législation, un jour, devra s'assouplir. Mais à aujourd'hui, les normes sont tellement contraignantes que c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de retard. Et moi, j'ai peur pour les acteurs européens. Nous, comme citoyens, c'est quand même plus fun, plus sympa, plus sécurisant aussi, hein, d'avoir ces enfants qui reviennent dans une voiture tout à fait autonome, sécurisée, que de les imaginer sortir de soirée en ayant bu, comme on a tous fait. Mais également au niveau acteur européen, parce qu'entre-temps, la crise du Covid est passée par là. Et quand je regarde, moi qui parlais du sujet déjà en 2017-2018, il y a beaucoup de ces constructeurs qui ont arrêté. Parce que, pour prendre un exemple très pratique, quand Renault a dû choisir entre fermer des usines ou arrêter la recherche et le développement, la première chose, évidemment, c'est sécuriser son outil de travail. Et donc, on a plusieurs constructeurs qui étaient très, très, très avancés, Mercedes, qui communiquaient énormément sur voitures autonomes, eux aussi, avec la crise du Covid d'une part, et l'électrification qui coûte des milliards d'investissements, juste pour ne pas se faire rattraper par Tesla et par les Chinois, ben, il y a un choix qui doit se faire, et on va sur le court terme, et on ne peut pas leur donner tort d'essayer par tous les moyens d'être le plus rentable possible, de ne pas fermer des usines, de ne pas devoir virer des gens, d'avoir des voitures électriques qui soient compétitives avec tout ce qui est en train d'arriver de Chine ou des États-Unis. Donc, à la question du quand, je pense que dans la décennie à venir, sous pression justement des Européens qui diront, allez, on est vraiment on est le Moyen-Âge, quoi, par rapport. Je pense que la pression va venir plus de la population qui va dire, je voudrais absolument la même chose que j'ai vu là-bas, tous les avantages de confort, etc., mais également les résultats. Statistiquement, il y a par jour l'équivalent de 15 Boeing qui se crashent. Chaque jour, il y a l'équivalent. La mortalité routière, ouais, la mortalité routière, c'est à peu près ça. Par contre, quand il y a un avion qui se crache, c'est marrant, on en parle ici, mais même si les statistiques sont quasi nulles, mais quand il y a un avion, ça fait le tour de la planète. Eh bien, il y a eu un accident le 18 mars 2018. C'était une Volvo opérée par Uber en Arizona. Ça a tué Uber dans ce programme. Ils ont arrêté. Ils ont dû arrêter tellement ça a pris des proportions. Ça a été sur tous les médias. C'était un cycliste en fait qui traversait une route. Il y a 5 ans, je parle. Je suis certain que certains ont vu ces images. Et ça fait un tel buzz que c'est comme s'il y avait 1 million de personnes qui étaient mortes. Ce message, c'est quoi? Un robot qui vient de tuer un usager faible. Donc, beaucoup. De nouveau, on retombe sur la même chose que les fake news sur les voitures électriques. Les médias et l'effet buzz, l'effet propagateur jouent énormément. Et du coup, moi, si je vous dis qu'une voiture autonome est à peu près 1 million de fois plus sécurisante qu'une voiture normale, personne ne le dit jamais. Pourtant, c'est les statistiques. Pour l'instant, à peu près 50 000 voitures autonomes qui roulent partout sur la planète, avec quasi aucune accidentalité et mortalité. La seule chose qui arrive souvent, c'est qu'elles se bloquent l'une l'autre parce qu'elles sont tellement prudentes que je te laisse passer, je te laisse passer, je te laisse passer, et ça court-circuite. Parfois aussi des gens qui viennent placer un cône. Hein. On a des anti-voitures autonomes dans certaines villes qui viennent placer un cône ou un autre objet sur le capot de la voiture, et du coup, elle se paralyse en fait. Ils arrivent à créer comme ça des bouchons, etc., etc. Alors, Autolib, c'était pas uniquement de la multimodalité,
c'était un opérateur de voiture. Il n'y a pas que Autolib à Paris, hein, et de nouveau, avec la crise du Covid, où forcément les confinements ont créé un arrêt, pas que dans le secteur de l'Horeca, mais également, il y a plein d'opérateurs de mobilité qui ont disparu. Si on prend ceux qui étaient sur le marché à l'époque de Autolib et ceux qui sont là aujourd'hui, c'est un business model très compliqué. Merci. C'est un business model très compliqué parce qu'il y a notamment la gestion. Donc les Autolib étaient réputés pour être en très mauvais état, hein, pas dire dégueulasse, etc. Mais pour que ça fonctionne bien, ça coûte très cher. Par exemple, Daimler avait investi lourdement dans Car2Go, puis ils ont fusionné avec BMW pour faire Drive Now, Share Now, et tout ça a disparu parce qu'ils n'arrivaient pas à un seuil de rentabilité. Je donne un exemple, on a voulu développer ça à l'époque où j'étais chez Smart sur Bruxelles. On arrivait à la conclusion qu'il fallait à peu près 450 voitures pour dire on couvre la ville. Parce que l'autopartage ne fonctionne que si, évidemment, j'en ai dans toutes les rues. Que je trouve directement son application, je sais, là, je veux bien marcher dans la rue à côté, mais je ne vais pas marcher un quart d'heure pour aller trouver une voiture autonome. Donc, il faut un maillage avec tout ce que ça suppose. Il faut entretenir ces 450 voitures en permanence, ça demande une équipe. Donc, c'est très lourd, c'est très cher. Si en plus de ça, on essaye de faire de l'autopartage avec des voitures électriques, là, on intègre encore une contrainte supplémentaire, les gens qui doivent venir recharger, qui ne connaissent pas, qui n'ont pas envie de le faire, où il n'y a pas assez d'autonomie. Merci à vous.